Alors, petit mot sur le Annenberg pendant que je débouche. Donc le Annenberg, si tu veux, c'est le même coteau que le Brudertal, c'est uniquement son versant est, si on peut parler en termes un peu montagnards. Donc tu as exactement le même type de sol, sur des calcaires. Et on est sur ce qu'on appelle une renzine. Donc une renzine, c'est un sol très très mince, directement posé sur la roche calcaire. C'est des vignes qui ont pas besoin de vendange en verre, parce que justement il y a très très peu à manger, et qui donnent des vins d'une superbe régularité. On est sur un coteau donc plein est, et un peu venteux, donc on a très peu de pourriture, que ce soit pourriture noble ou botrytis moins noble, on va dire. Très peu de mildiou, très peu d'oïdium, parce qu'un côté venteux, donc c'est des vignes très très bien aérées, qui nous posent rarement des soucis. Du moment où tu acceptes que la vigne fasse 35 hecto-hectares, quoi. Voilà. Si tu acceptes qu'elle fasse 35 hecto-hectares et que tu ne cherches pas absolument à lui faire 80, tu n'auras pas de problème. Quand tu acceptes, tu veux dire quand tu suis ce que la vigne fait ou quand tu la restreins quand même un peu? Non, quand je dis quand tu acceptes, c'est-à-dire que quand tu as des vignes, il faut accepter qu'elles puissent te donner que 35 hecto-hectares. Et que quelque part, c'est ce qu'elles te donnent qui va te permettre de sortir des vins de qualité, quoi. Donc c'est dans ce sens-là où il faut accepter les choses. Comme il faut accepter que tu as des terroirs qui donneront 80 hectos parce qu'ils sont plantés sur des sols extrêmement riches. Et que là-dessus, tu perds un peu les marqueurs de certains terroirs. Tu fais autre chose. Et il faut l'accepter aussi. C'est une école de la vie un petit peu, de se dire, voilà, mes vignes, elles sont là. Alors la chance que j'ai, c'est que c'est un joli terroir. Et faisons des vins de terroir à ce moment-là, quoi. C'est ce que je te disais, je suis très... les vins de cépage, j'aime beaucoup. Les vins de terroir, j'aime beaucoup. Et pour moi, on a du mal à faire que du cépage sur un terroir. Et il y a du terroir aussi là où on peut faire que du cépage, mais c'est peut-être un peu moins mis en avant ou moins valorisé, quoi. Donc sur 2017, on a eu dans notre secteur un petit peu de gelée fin avril. On a eu des petites gelées blanches dernier jour du mois d'avril, ce qui a fait un petit peu du coup une perte de volume depuis 2015. C'est vrai que chaque été on a une petite vague de canicule qui s'installe. Oui, ça commence à devenir une habitude. Ça devient récurrent, c'est bon pour certaines choses, c'est mauvais pour d'autres. Voilà, chaque chose c'est quand même dans ce moment-là que finalement la pratique culturelle a son importance, quoi. Oui, complètement. On va pas se mentir, quoi. C'est clair que à ce moment-là, quand tu t'obstines à rogner en pleine canicule, la vigne n'a pas vu d'eau pendant 2 mois, forcément tu vas la stresser, quoi. Si tu es sur un sol comme chez nous avec beaucoup de marne, beaucoup d'argile, et un sol qui restitue de l'eau lentement, tes vignes sont vertes jusqu'au vendange. Sur des sols plus filtrants, tu as des soucis parce qu'ils ont besoin, eux, d'un apport d'eau régulier. Pas forcément beaucoup, mais régulièrement, quoi. D'où l'intérêt d'écouter sa vigne, quoi. D'où l'intérêt d'écouter sa vigne et de savoir l'écouter sa vigne aussi, quoi. Et pour savoir écouter sa vigne, il faut y être. Et y être beaucoup. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous. Je suis plus vignoble que cave. C'est quelque chose qui me parle plus. Donc tu es un vigneron paysan au sens terrien du terme. Si tu veux, ouais, ça colle un peu dans l'esprit de ce qu'était notre domaine à l'époque. Si maintenant tu me demandes quand est-ce que le domaine existe, je te dis que là c'est 2004 sur les papiers, quand mon père a repris tout seul, que chacun des associés est reparti et que moi j'ai pris la suite par après. Mais avant on était polyculteur, élevage, il y avait de la vigne, il y avait un peu de tout. Et donc je pense qu'on a hérité aussi de certaines choses, de certaines pratiques. On aime bien être dans certaines ambiances avec un peu différents types de végétaux autour et puis pas que. Maintenant on n'a plus que de la vigne parce que c'était plus compatible de tout faire. C'était une période, maintenant ça n'existe plus cette période-là où c'est vraiment tout. Alors il faut vraiment être très grand sur chaque culture et on n'a plus vraiment ce temps-là, quoi. Allez. Alors je propose qu'on le goûte. Donc on est sur un vin qui est encore qui est jeune, 3-4 ans pour le Annenberg, c'est vraiment pas vieux. On est sur quelque chose de très minéral déjà. Tu es déjà sur une attaque minérale, tu as un nez qui est citronné, tu as quelque chose qui rappelle un peu la vivacité, le côté pierreux de son terroir. Il a encore un peu de mal à s'ouvrir.
Ça, c'est un peu une caractéristique, je trouve, des vins de Molsheim. Qui est des vins qui mettent 3, 4, 5 ans. 3, 4 5 ans. Fermé au début. Ouais, ça en est très fermé, voire austère. Un des premiers millésimes que j'ai vinifié, c'était en 2007. J'avais fait un Riesling joli, enfin, premier Brudertal en Riesling. Je me dis, putain, ça va être super, magnifique. 2008, pas une bouteille, c'était fermé, c'était dur. Et puis 2011, 2012, c'est ouvert, patine, super bon, génial. C'est bien, hein. Moi j'aime bien les vins de temps aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Tu passes pas de mode de culture, tu as des fois des latences énormes. Je pense que l'impact d'avoir un sol profond, assez lourd, et tes changements sont moins rapides que dans des sols plus filtrants, tu peux moins moduler tes différences, quoi. Donc là on est sur une vinification sur lit total pendant une année. Quelque chose que j'aime beaucoup, ça donne vraiment du gras, de la rondeur aux vins qu'on a besoin. L'avantage d'avoir des vins avec des belles structures et de la puissance, c'est que tu peux mettre des choses autour, quoi. Ils n'ont pas peur d'avoir un peu d'élevage, ils n'ont pas peur même d'avoir un peu de sucre résiduel, des fois ça leur va bien. Là-dessus, il n'y en a plus du tout. Mais quand tu as des vins bien construits avec une belle structure, tu peux aller un peu plus loin sur des élevages différents, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à ce moment-là à la dégustation, en bouche, rarement au nez, quoi. Ouais. Alors, au nez, tu vas avoir un côté un peu beurré, un peu lacté, l'élevage sur lit, s'il a fait une malo ou pas, tu vas un peu l'avoir, mais c'est surtout sur la bouche. C'est sur la bouche. Tu vas avoir quelque chose de plus gras, l'amplitude qui est naturellement présente dans le vin, mais tu lui donnes un sacré boost en lui mettant un élevage long, quoi. C'est vraiment des vins qu'il faut prendre le temps de goûter, quoi. Très droit. Hein. C'est presque ciselé. Hein. Ah mais si tu veux, je t'emmène. Hein. On verra voir. Hein. Le côté ciselé, il est dans le sol. C'est de la rocaille. C'est très long. C'est un magnifique coteau. Et c'est un vin que j'adore. Hein. Après, c'est toujours un peu la problématique de Molsheim, c'est que c'est finalement un secteur viticole qui est très mal connu, quoi. Alors que finalement, il y a des très beaux vins, quoi. Oui. Alors, il est très peu connu. Les vignerons de Molsheim ont pâti, je mets tous les guillemets qu'il faut, hein, d'une importante densité industrielle dans la ville. Donc les Torre Bugatti, les forges Coulot, tout ça ont fait que les gens ont il y avait de la main-d'œuvre, un besoin de main-d'œuvre bien payé. Il y avait des conditions sociales un peu plus en avance sur leur temps et les vignes ont été un peu délaissées. Et on était beaucoup apporteurs de raisins. Tu vois, donc il y avait plein de petits apporters des raisins, il y avait peu de gros domaines qui sont installés très tôt. Quand tu vois dans certains villages viticoles, il y a des domaines réputés depuis, je ne vais pas dire le Moyen-Âge, mais qui ont 100, 200 ans. Ça, à Molsheim, on n'a pas. C'est en train de se construire. C'est en train de se construire. Il y a toute une vague de jeunes qui s'installent et qui se disent tiens, il est plutôt joli ce coteau, on va en faire qui ont appris à faire du vin déjà. Parce que mon père savait faire plein de choses, mais du vin c'était un peu plus compliqué. Et en ayant après décidé de reprendre et fait deux, trois petits bouts d'études, c'était à faire du vin. Moi, ça me paraissait être la suite logique de mettre en œuvre déjà ce que j'ai appris. Ça me paraissait vraiment la suite logique de ce que j'avais envie de faire, quoi. Finalement, de cet inconvénient, donc du désamour de la vigne des habitants de Molsheim, aujourd'hui, c'en est presque un avantage, puisque finalement, vous n'avez qu'à récupérer entre parenthèses, exploiter les meilleurs terroirs, finalement. Mais au final, c'est ce qu'on se retrouve à faire, quoi. Ouais. C'est ce qu'on se retrouve à faire. On a les vignes, quand tu vois la plaine, il n'y a pas de vigne, ou à peine un petit morceau, très très peu. Et les vignes sont vraiment basées sur le coteau. C'est vrai que c'est un super avantage. Hein. Enfin, voilà, que des vignes en coteau, c'est le rêve de tout vinificateur, quoi. C'est plus compliqué à travailler. Combien de vignerons on n'est plus que 6. 6. Oui, 6, dont un qui est à cheval entre Rosheim et Molsheim, quoi.
Donc ça fait pas très nombreux, mais l'avantage c'est quand tu as un petit noyau, tu arrives à faire des choses plus sympas, peut-être pas plus sympas que dans des gros noyaux, mais plus vite. Oui, et tu t'y entends plus facilement. Vous entendez plutôt bien, donc. Oui, on a vu 2-3 autres vidéos de 3 vins à domaine qui parlaient déjà des vins de Molsheim. Effectivement, et puis voir, on n'est pas tous des vieux vignerons, quoi. Je suis presque le plus vieux maintenant, hein. Faut que je me méfie. Là, c'est presque dommage de le boire, hein. C'est déjà très beau, hein. Ouais, et on le met de côté, si tu veux, on le pose de côté, voilà, on y revient à la fin, il n'y a aucun souci, j'ai amené ce qu'il faut en verre, il y a suffisamment de verre pour prendre son temps, quoi. Ouais, là, tu es vraiment dans le vin de temps, c'est... Tu vois, ce type de vin-là, c'est dommage de le vendre trop jeune, quoi. Et c'est un peu un problème en Alsace aussi. Alors, deux choses. Je le vieillis en bâtonnant à fond la caisse ou en l'oxydant, mais alors il est bon tout de suite et il a moins de garde. Ou je colle plus à son style de vin austère qui cherche à s'ouvrir. Là, idéalement, j'aurais dû le carafer hier soir, mais on n'aurait pas eu la chance de voir le débouchage. Tu vois, donc c'est bien, des vins comme ça pour l'histoire, c'est bien, parce que ça va se garder, quoi. Bien sûr, ouais. C'est là, Ouais, ça maintenant, j'ai mis de côté une quantité. Il est encore un peu tôt, mais qu'est-ce qu'on pourrait manger là-dessus? Bah là, du coup, tu vas pas trop t'éloigner de la mer ou des fromages secs, tu vois. Ouais. Tout ce qui est fromage de chèvre, un peu sec, les comtés un peu vieux, les choses d'affiné, les produits de la mer. Ouais. Alors, on ne va pas rajouter une sauce trop prenante, une sauce trop sucrée, mais quelque chose de minéral. Hein. Ouais. Minéral et salin, avec un vin minéral et salin. T'accordes plus les vins sur la bouche que sur le nez, au final. Hein. Parce qu'au final, après, quand tu as tout en bouche, c'est là où se fait l'harmonie. Hein. Quelque chose de très simple, produit brut avec un... Produit brut, cuisson, ou alors très rapide, snacké, ou alors en cru. Ouais. Ça va bien. Hein. Voilà, petite digression pour ceux qui regardent ça avant de faire à manger. Préparez votre liste de courses.